C'est une affaire George Floyd. Des propos racistes ont été tenus de manière très ferme. Ces policiers qu'on voit sur ces images n'ont rien à faire dans la police. Là, j'ai estimé que c'était inacceptable. Ce que je vois, c'est trois policiers en train de frapper. Moi, j'ai pas envie de les défendre. Non. Vous avez de toute évidence des actes de violence. Et on voit d'ailleurs le résultat. Bonsoir ou rebonsoir. Il y a des moments où l'image est plus forte que les raisonnements, plus forte que les arguments. Que dire quand on voit des policiers tabasser un homme sans relâche? Que dire quand on apprend que ces mêmes policiers ont ensuite menti à leur hiérarchie pour se couvrir, menti délibérément? Eh bien, on ne pense rien et on reste sans voix, on s'interroge seulement. Quel impact peuvent avoir ces images dans la France crispée qu'on connaît aujourd'hui? Quelle réponse doit être apportée par ailleurs? Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Rachel Kahn. Bonsoir Rachel, juriste et écrivaine. J'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Jaffray. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Politologue et directeur du CECOP, le Centre d'études et de connaissances de l'opinion publique. J'ai le plaisir d'accueillir Jean Quatremer. Bonsoir Jean. Journaliste correspondant à Bruxelles pour le quotidien Libération. Et j'ai le plaisir d'accueillir Louis Dragnel. Bonsoir Louis. Bonsoir David. Chef adjoint du service politique à Europe 1. D'abord, si vous n'avez pas vu ces images, si vous n'avez pas vu ces scènes, en voici l'essentiel. Voici les indispensables avec Baptiste Morin. Bonsoir Baptiste. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que s'est-il passé ? Eh bien, tout s'est passé donc samedi dernier, en début de soirée. Vous allez apercevoir sur ces images un homme qui rentre dans des locaux avec une capuche. Il s'agit donc de Michel, qui est producteur de musique. Il vient d'arriver dans ces locaux, des studios de musique dans le 17e arrondissement. Il est suivi par 3 agents de police qui se sont engouffrés juste derrière lui. Et vous allez voir ces 3 agents de police qui ont pénétré donc dans les lieux. Il vient de les croiser en fait avant dans la rue. Il ne portait pas de masque. Voilà pourquoi il est rentré. Ces agents vont être tout de suite assez virulents avec lui, vouloir l'encercler, vouloir le tirer dehors. Lui refuse, dit qu'il est chez lui. Il essaye d'interpeller des passants dans la rue, d'appeler à l'aide. Et vous allez voir sur des images qu'un peu plus tard, le ton va très très vite monter. Les policiers vont lui asséner des coups, plusieurs coups de poing à la tête, plusieurs coups de pied, plusieurs coups de matraque également à la tête, au crâne. Voilà ce qui se passe. Il n'y a pas de son sur les images, ce sont des images de vidéosurveillance, il n'y a pas de son. Mais la victime rapporte aussi des insultes racistes, écoutez-le. Et voilà, quand je lui parle, j'essaie de lui expliquer. Et là, il me dit quoi? Sale nègre, ta gueule, on va te défoncer. Et ils disent quoi comme insulte exactement? J'ai beaucoup entendu le sale nègre. Alors Michel n'est pas seul dans ces locaux-là. Au sous-sol, il y a des artistes qui enregistrent de la musique. Et ces artistes vont lui prêter main forte. Ils vont l'aider à pousser les policiers dehors. Les policiers se retrouvent donc à l'extérieur. Du renfort les rejoint. Et ils vont essayer par tous les moyens d'entrer dans les lieux. Jusqu'à, vous le voyez, tirer une grenade lacrymogène à l'intérieur. Par tous les moyens, jusqu'à dégainer aussi des armes de service qui pointent la porte des locaux. Tout ça, ce sont des images prises par les voisins des lieux dans le 17e arrondissement de Paris. Finalement, les policiers vont réussir à faire sortir Michel de ces locaux. Ils vont l'immobiliser au sol. À nouveau, des coups sont portés et le même traitement est réservé aux autres artistes qui se trouvaient à l'intérieur. Ils sortent. Évidemment, les locaux sont complètement pris par la fumée de la grenade lacrymogène. Ils sont aussi arrêtés et conduits au commissariat. Quelle est la version des policiers ? Alors, les 3 agents de police accusent Michel d'avoir été violent, d'avoir voulu les frapper, mais aussi d'avoir voulu se saisir de leur arme de service. Or, si l'on regarde ces images, et elles sont assez longues, il y a 9 minutes de séquence, à aucun moment, Michel ne semble avoir un comportement violent vis-à-vis des forces de l'ordre. D'ailleurs, au terme de la garde à vue qui a duré 48 heures, Michel a été laissé libre et le parquet a classé sans suite les poursuites à son encontre. À l'inverse, la justice estime que les 3 policiers, eux, ont menti. Le parquet a saisi l'IGPN, la police des polices, pour 2 faits. Violence par personne dépositaire de l'autorité publique, mais aussi faux en écriture publique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans leur déposition, les agents de police auraient menti. Et c'est aussi à ce titre-là qu'ils sont pour l'instant suspendus à titre conservatoire. Merci Baptiste. 2 enquêtes sont effectivement ouvertes et je vous propose d'entendre un peu plus longuement cet homme qu'on prénomme Michel, qui se prénomme Michel, aux côtés de son avocate. Voici ce qu'il a déclaré face à la presse. Il y a 3 personnes qui sont venues et qui m'ont agressé et ces personnes-là étaient censées me protéger. Donc moi, j'ai rien fait pour mériter ça. Et je veux juste que ces 3 personnes-là soient punies par la loi. Parce qu'on a une bonne justice en France, elle existe. Et puis j'ai eu la chance, contrairement à beaucoup d'autres,
d'avoir des vidéos qui me protègent. Je ne sais pas pourquoi, mais après je comprends qu'il faut trouver à chaque fois des petites choses et puis j'ai peut-être l'apparence de la personne qui pourrait aussi être dans les stupéfiants ou autres conneries que j'ai pu entendre. Voilà, je m'adresse à vous d'abord, Louis, parce que avant d'être dédié aux affaires politiques, vous avez longtemps suivi ces questions de police notamment. À quoi a-t-on assisté là? Au dérapage de quelques brebis galeuses, pour reprendre une expression consacrée, ou bien au dévoilement de quelque chose auquel on n'assiste jamais d'habitude parce qu'il n'y a pas forcément d'image? Écoutez, moi qui ai pas mal travaillé donc, sur les questions de police, la première chose, c'est que ces images, elles sont inacceptables. Enfin, elles ne sont pas acceptables au sein de l'institution police nationale, comme elles ne le seraient pas d'ailleurs dans l'institution gendarmerie nationale. Ensuite, ce qui sera intéressant, c'est de voir ce que les enquêtes administratives et judiciaires permettront de constater, mais déjà il y a quand même des faits sur lesquels on peut avoir une appréciation et un jugement. C'est que c'est inacceptable et à la fois les phrases racistes qui sont rapportées sont inacceptables, l'usage complètement disproportionné de la force, parce que c'est quelque chose qui entre en compte aussi dans le cadre d'un contrôle qui peut déraper. On voit très clairement que l'usage est disproportionné. Voilà. Et la dernière chose, c'est c'est plus un élément que je pense au fond de moi, c'est parce que la police n'est pas raciste et n'utilise pas de manière excessive la force, en tout cas l'institution, moi les policiers que je connais, eh bien il faut que si effectivement les policiers qu'on voit dans la vidéo, tout est confirmé, tout est vérifié, eh bien il faut absolument qu'ils soient non pas suspendus, mais il faut qu'ils soient radiés de la police nationale le plus rapidement possible. Et en fait, toute la difficulté, pourquoi est-ce que l'institution traîne ce boulet de la suspicion permanente, de protéger les brebis galeuses, comme pour reprendre vos mots, c'est parce que souvent, en fait, les enquêtes sont très longues. Les enquêtes à l'IGPN, on entend souvent parler de l'ouverture, mais on n'entend pas souvent parler de la fin de l'enquête. Alors que pourtant, il y a deux choses qu'on peut dire. C'est que la première chose, c'est que l'IGPN souvent sanctionne assez durement quand même les policiers qui sont auteurs de faits délictueux ou lorsqu'ils... Elle sanctionne beaucoup, l'IGPN. Honnêtement, oui, elle sanctionne beaucoup. Et tout policier qui est entendu à l'IGPN sait que sa carrière, clairement, est entachée et ne pourra pas se poursuivre comme un long fleuve tranquille. Donc, ce qui est quand même extrêmement important de rappeler, c'est que, et heureusement, on a une police aujourd'hui qui, même si les images qu'on a vues disent le contraire de ce que je veux dire, mais on a une police qui est plutôt bien formée, avec un bon encadrement. Alors, il y a bien évidemment plein de choses à revoir. Il faut revoir les méthodes en permanence. On l'a vu au moment des Gilets jaunes, on le voit également là, à cette occasion-là. Mais la police nationale n'est pas raciste. Et là, ce qu'on voit, c'est on ne peut pas généraliser ce qu'on a vu là à l'ensemble de la police nationale. Moi, je connais beaucoup de policiers, beaucoup de gendarmes, et ce ne sont pas des gens qui se comportent comme ça. J'ai assisté à des interpellations, j'ai assisté à des opérations de police où je n'étais pas forcément là pour faire un reportage, mais simplement pour voir, observer comment ça se passait. Et vous savez, j'ai assisté à des opérations très musclées, très difficiles. Je n'ai jamais vu ce genre de scène. Et c'est vrai que quand il y a un témoin, tout change. Et vous savez qu'en l'occurrence, dès lors que les policiers qui se livraient à ces actes-là ont compris que quelqu'un était en train de filmer, l'un d'entre eux a dit « caméra, caméra » et tout le monde a arrêté. Les coups ont arrêté immédiatement. Dès qu'il y a un témoin, les choses changent. Rachel, pour vous, est-ce que ça dévoile quelque chose, cette vidéo, ou bien, encore une fois, c'est une dérive, et les dérives, ça arrive? Je suis assez d'accord avec vos propos. Et d'ailleurs, le témoignage là qu'on a entendu de Michel est assez touchant parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a confiance en la justice. Il le dit lui-même, en confiance en la France. Après, il y a beaucoup de raisons dans ce témoignage. Il y a beaucoup d'aplomb, il y a beaucoup de raisons de calme. Tout à fait, et c'est à souligner. Après, la police ne peut pas être une police du maintien du désordre dans lequel on est. On est quand même dans un climat pathologique, pathogène, anxiogène. Et là, on a affaire à des individus qui vont nourrir, qui vont donner du grain à moudre à des intolérances, à des haines, à de la suspicion les uns envers les autres, alors qu'on a besoin de liens dans ce contexte de crise sanitaire, sociale, économique, des quartiers, de la banlieue et tout ça. Et en fait, ça donne du grain. Moi, c'est ça que ça révèle là. Et c'est pour ça qu'on le prend aussi en pleine face et qu'on intervient ainsi. Le truc, c'est qu'on a une crise qui génère chez certains de l'impuissance, des théories du complot, donc de la peur, donc de la violence, et c'est ça qui ressort de cette vidéo. Je crois qu'on est dans un climat global de peur et que ces policiers, ces personnes-là, effectivement, doivent être
absolument condamner parce qu'on a besoin de reprendre confiance dans la police, dans la justice, dans l'éducation aujourd'hui. Alors Jean, Jérôme, écoutez d'abord ces commentaires politiques. Il y a une très vive polémique, il y a beaucoup d'émotions, puis il y a une très vive polémique. Écoutez Éric Coquerel pour LFI, Julien Aubert pour LR, montage Aurélien Hamel. C'est une affaire George Floyd, c'est ça qu'il faut comprendre. Et de ce point de vue-là, nous le disons depuis longtemps, il y a un contexte dans la police où des éléments racistes, puisque des propos racistes ont été tenus de manière très ferme, des éléments qui agissent hors de toute légitimité, hors de toute proportionnalité, et c'est plus supportable. Il faut toujours savoir dans quel contexte c'est passé. C'est pas parce que, si vous voulez, un acte raciste, c'est pas forcément un acte où vous avez un blanc qui s'attaque à un noir ou un noir qui s'attaque à un blanc. Moi, je ne sais pas, si vous voulez, avant le film de cette vidéo, si le monsieur avait insulté les policiers ou les policiers avaient insulté le monsieur. Enfin, on ne connaît pas le contexte. Jean, c'est une affaire George Floyd, dit Éric Coquerel. Ça vous semble excessif ou il y a ce risque-là ? Il y a évidemment ce risque. Je rappelle quand même que là, on est dans une séquence, comme le rappelait Rachel, qui est assez terrifiante ces jours-ci. On a eu le rapport de la défenseur des droits sur l'affaire Théo, qui remonte à 2017, où là, véritablement, on a affaire à des tortures infligées par des forces de l'ordre. C'est la milice de la Seconde Guerre mondiale qui torture un jeune, qui saigne, ils n'en ont rien à faire, ils le tabassent. Toute dernière information, 3 policiers renvoyés devant la cour d'assises dans cette affaire Théo à l'instant. Et là, grâce une nouvelle fois à des images de vidéosurveillance, on a pu voir ce qui s'était réellement passé, parce que si on n'avait pas eu ces images qui ont permis de reconstituer instant par instant ce qui s'est passé, il s'en serait parfaitement sorti et le gamin Théo n'aurait pas obtenu réparation. Il va obtenir réparation. On a eu les images absolument terrifiantes de la place de la République, où on a évacué avec une violence incroyable des réfugiés, des demandeurs d'asile. Cette violence n'était pas nécessaire. Des forces de police qui s'en sont pris à des journalistes extrêmement violemment. On a eu les images de Trocadéro où on a vu les forces de l'ordre enfermer, nasser les journalistes pour les empêcher de faire leur travail. Le fameux article 24 de la loi sécurité globale qui vise justement à empêcher que l'on puisse diffuser des images, parce que la question n'est pas de savoir si on doit donner le droit aux journalistes de filmer, c'est que la plupart de ces images n'ont pas été tournées par des journalistes. C'est-à-dire que des journalistes doivent pouvoir exploiter des images qui sont capturées par des citoyens. L'affaire Benalla, comment elle est sortie ? Parce que c'est un simple citoyen qui a filmé Benalla. Sinon, ça ne serait jamais sorti. Non, mais c'est pas un simple complexe. citoyen, mais oui. Le débat est complexe parce que cet article 24, qui est un peu mal foutu, pardon de m'exprimer vulgairement, qui est un peu tout le monde le reconnaît. ambigu d'un point de vue juridique, il vise à sanctionner une intention, c'est-à-dire l'intention malveillante de ceux qui vont filmer et diffuser, l'intention de nuire aux policiers physiquement ou psychologiquement. C'est compliqué pour la justice de sanctionner une intention. C'est bien ça, c'est pas la juriste Rachel, vous n'allez pas me démentir. Mais c'est pas d'interdire de filmer. Oui, voilà. Oui, mais sauf que sur le terrain, c'est perçu comme cela. Je peux vous assurer que moi, j'ai couvert des manifestations, alors en France et en Belgique. J'ai voulu filmer des policiers en action. Pas pour mon journal, pour moi, parce que je trouvais que ce qui se passait était bizarre. Mais je peux vous assurer que la violence de réaction des policiers à mon égard, hommes blancs de 60 ans, bien habillés, etc. Mais j'ai cru que j'allais me prendre un coup de matraque en plein visage, en disant, si tu continues à filmer, on t'explose la gueule. Parce que déjà, à l'époque, ils ne savaient pas que c'était obligatoire. Maintenant, que j'avais le droit constitutionnel de les filmer, maintenant, ils vont croire qu'ils doivent vérifier d'abord que l'image est bien floutée avant qu'elle puisse être diffusée. C'est-à-dire qu'on a mis le doigt dans un engrenage où on a le sentiment que les forces de l'ordre... Jean, cela dit, il est terminé ce débat. C'est pas terminé, non, attendez, avant de me couper, je vous ai pas coupé. Donc simplement, je dis non, mais pour revenir à notre affaire, Jean, parce que là, on revient toujours à cet article 24. C'est simplement qu'on met on a mis la main dans un engrenage. Et c'est pas ce gouvernement-là, ça fait des années où on a des ministres de l'Intérieur qui couvrent systématiquement les forces de l'ordre. Donc vous pensez qu'il faut un coup d'arrêt, là ? Il faut un coup d'arrêt et il faut faire un peu ce qui se fait, par exemple, dans les pays du Nord, où qu'est-ce qu'on a fait il y a eu des violences policières partout. Il n'y a pas que la France où il y a des violences policières. Eh bien, on a mis en place des comités avec des citoyens qui enquêtaient. C'était pas des bœufs carottes à l'intérieur de l'institution qui enquêtaient, c'était vraiment des citoyens qui étaient mêlés à l'enquête, et ça a permis d'établir un dialogue justement entre des policiers et des citoyens, et ensuite de régler ces affaires de violences policières. En Allemagne, il y en a... Et ça va mieux. L'exemple de l'Allemagne est criant, c'est-à-dire que ce n'est pas à l'intérieur de l'institution qu'on enquête. Voilà, il faut faire confiance aux citoyens, il faut rétablir le dialogue entre la police et les citoyens. L'avis du politologue sur l'impact de ces images, Jérôme, l'impact
impact que ça va C'est avoir. un très gros impact, incontestablement. Hein. C'est-à-dire que c'est une suspicion et une mise en cause de la police au-delà des policiers qui ont agi ainsi. Et c'est ça le problème. C'est bien sûr, Louis Dragnel a entièrement raison. L'immense majorité des policiers se comportent correctement et ne frappent pas comme ça les gens. Mais la suspicion est quelque chose de redoutable dans nos sociétés. Il y a une mise en cause, il y a un dévoilement, parce que des images comme ça, on n'en a jamais. Alors évidemment, là, la caméra de surveillance a saisi ça. Le plus grave dans l'affaire, me semble-t-il, bon, il y a le tabassage, il est odieux, c'est le faux en écriture derrière. Parce que le faux en écriture, combien de fois s'est-il produit? Est-on en droit de se dire? Combien de fois est-ce qu'on fait un rapport, les policiers à la sortie, on a été attaqué, on a été agressé, on a dû se défendre, etc. Tout ça signifie, l'importance du contrôle citoyen. Ça veut dire qu'effectivement, il faut pouvoir filmer les policiers, il faut pouvoir filmer une intervention de policiers. C'est capital. Sinon, on n'est plus en démocratie. Et le Conseil constitutionnel le dira s'il le faut. Concernant l'article 24, il n'y a pas le moindre doute là-dessus. La liberté de filmer des interventions policières est un élément essentiel de la démocratie. Il faut des caméras piétons pour les policiers. Quand Julien Aubert dit mais peut-être avait-il insulté les policiers, ce qui expliquerait, comme si même une malheureuse insulte pouvait expliquer la violence et la durée des coups, invraisemblable. Mais des caméras piétons de policiers feraient que nous ne serions pas dans la situation où les policiers, faux en écriture, il nous a insultés, il nous a attaqués, il a cherché à prendre nos armes. Ça, il faut ces éléments-là, vous voyez. Donc c'est une partie démocratique essentiel qui se joue actuellement, parce que, comme le rappelait notre ami Quatremer, nous avons toute une série de faits. Et garder confiance en la police, c'est un élément essentiel. Et Gérald Darmanin est très bien placé maintenant pour le faire. Parce qu'à la différence de Castaner, il n'a pas, lui, dénoncé les violences policières, propos invraisemblable du ministre de l'Intérieur. Des violences policières, non. Des violences de policiers, oui. Et puisque Darmanin a pris clairement position en faveur des policiers, qu'il les défend ardemment, raison de plus pour les sanctionner quand il y a des fautes. Il est crédible pour le faire. Et c'est acceptable par la police. Donc je dirais, à la fois, c'est quelque chose de très grave, mais il me semble que le ministre de l'Intérieur a des atouts pour y répondre. Bonsoir Denis Jacob, secrétaire général du syndicat de police alternative CFDT. Dans quel état d'esprit avez-vous visionné ces images pour la première fois? Abasourdi, désolé ou un peu sceptique? Alors tout d'abord, la première réaction que j'ai eue quand j'ai pris connaissance de cette vidéo sans avoir le fond du dossier, je me suis dit que les collègues procédaient à une interpellation d'un individu qui avait commis un délit et qu'il n'arrivait pas à maîtriser. Et puis cette vidéo dure, et aujourd'hui, à la lecture du fond du dossier dont j'ai eu connaissance, en tous les cas de manière partielle, clairement, j'ai entendu le témoignage de la victime. Les propos racistes n'ont pas leur place dans la police nationale. Des comportements de violence n'ont plus leur place dans la police nationale, surtout quand ce sont des violences légitimes que nous confère la loi, qui sont totalement disproportionnées par rapport à la réalité de ce qui se passe. Et puis, il faut très clairement que la justice fasse très rapidement son travail. Et c'est pour ça que dès le départ, je me suis félicité que le parquet ait saisi l'IGPN pour faire toute la lumière sur cette affaire. Et puis, les responsabilités doivent être clairement établies, les sanctions prises à la hauteur de la gravité des faits, mais il faut aussi que l'enquête détermine tout ce qu'il s'est passé avant, pendant, après. Et je rejoins totalement l'analyse de vos intervenants sur votre plateau tout à l'heure, notamment le journaliste d'Europe 1, Rachel Kahn également. Bien évidemment que je ne peux pas être contraire à leur analyse, parce qu'il en va de l'image de la police nationale, et ça a été dit très justement, c'est des individus minoritaires qui salissent l'image de la police nationale. C'est toute l'institution qui est mise en cause, et ça c'est intolérable quand on sait qu'on a 4 à 5 millions d'interventions par an de police en France, et que ces actes-là, c'est une extrême minorité, mais qui salit l'extrême majorité d'un travail particulièrement bien fait. Et Denis Jacob, vu de l'extérieur, on peut avoir le sentiment qu'on ne voit jamais ce qui s'est passé là. Et que là, on l'aperçoit, on s'en aperçoit parce que ça a été filmé.
mais que toutes les autres fois, Oui. et encore une fois, si ça n'avait pas été filmé, est-ce que ce producteur de musique, Michel, ne serait pas en ce moment encore peut-être détenu et les policiers toujours en fonction? David Pujadas, je vais être très clair par rapport à votre question, qui, in fine, fait allusion à l'article 24 de la loi sur la sécurité globale. Mon organisation syndicale est très claire sur le sujet. S'il est nécessaire d'assurer la protection des policiers et de leurs familles par rapport à des vidéos qui peuvent être diffusées sur des réseaux sociaux dans l'intention de s'en prendre physiquement ou moralement à mes collègues, je suis aussi très attaché et nous demandons naturellement à ce que l'article 24 soit réécrit sans ambiguïté, afin de garantir la liberté de la presse et le droit d'informer, parce que c'est un pilier fondamental de notre démocratie. J'ai toujours tenu ce discours depuis le début, et je continuerai à le tenir. Position claire, position claire. Denis Jacob, est-ce que ce qui s'est passé, après ce qui s'est passé, place de la République, après d'autres incidents, appelle une réponse particulière? Et une réponse particulière pour prendre la mesure et lutter davantage, peut-être plus efficacement contre ces dérives. Mais je vais être très clair aussi, autant il ne faut pas excuser des actes individuels, parce que ce sont ces policiers qui les ont commis, mais il faut aussi se questionner sur la responsabilité des autorités. Pourquoi on a eu ce problème, place de la République? Parce qu'on n'a pas employé des effectifs habitués à ce type de mission, alors qu'on savait pertinemment que ce rassemblement avait lieu et qu'on avait des effectifs qui sont spécialisés sur le maintien de l'ordre, des effectifs notamment de la DOPC qui finissaient leur service en fin d'après-midi. On les a pas décalés plus tard dans la soirée pour gérer cette mission et on a envoyé des BAC et des compagnies de sécurité d'intervention. Donc la responsabilité des autorités, elle est là aussi. Et puis il faut le dire, un problème, mais le ministère de l'Intérieur, il faut quand même le saluer, commence à s'attaquer à ce problème-là, et bien avant d'ailleurs l'arrivée de Gérald Darmanin, depuis plusieurs ministres, à la formation continue des policiers. Il y a un problème de formation continue, il ne faut pas avoir peur de le dire, ce n'est pas irresponsable syndicalement pour moi que de le dire, il faut aussi s'interroger sur comment on recrute aujourd'hui dans la police nationale. Quand je suis rentré dans la police nationale, il y a une trentaine d'années, on avait une enquête de moralité qui était faite. Aujourd'hui, est-ce que cette enquête, elle est faite de la même manière, aussi affinée? Je ne le sais pas. Et pour conclure, je vais reprendre une expression que j'ai dit depuis ce matin dans différents médias. Quand je suis rentré dans la police, il y a une trentaine d'années, on m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée et qui est très claire. Si tu veux être respecté, il faut être respectable. Eh bien voilà, la transparence que l'on doit à nos concitoyens, elle doit exister, et les vidéos qui permettent de montrer certains faits doivent continuer à l'être, parce que c'est à l'avantage de la police nationale que de pouvoir surtout critiquer et de prendre les mesures nécessaires pour éviter que ça se reproduise. Des rapports de confiance, évidemment, avec nous tous. Avec tous les Français. Merci beaucoup, Denis Jacob. Votre discours est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Rachel Kahn, tout à l'heure, je vous ai vu tiquer lorsque vous avez entendu Éric Coquerel, je crois, dire ça peut être une affaire George Floyd en France. Oui, en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, l'intervention de ces deux policiers donne du grain à moudre à des idéologies qui pensent qu'ici, on est aux États-Unis. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Non, point de vue du rapport de la police à la population. Bien sûr que non. Après, c'est défendu par des gens qui ne sont pas nés à la bonne période et qui ne sont pas nés au bon endroit, mais nous avons cette France, cette République qui est forte, qui est belle. Maintenant, nous sommes tous victimes de cette situation. C'est-à-dire que ce que vous voulez dire, c'est que les forces de police ne pratiquent pas un racisme systémique. Non, il n'y a pas de racisme d'État. Il n'y a pas de ce racisme d'État, ce racisme systémique, etc. Après, nous sommes tous victimes de ces violences, et nous sommes tous coupables de ces violences. Parce qu'en fait, on les laisse se propager, alors qu'il faudrait prendre à bras-le-corps cette question de la formation, réunir et
Tania de Montaigne le soulignait à un moment donné, créons ces assises de la sûreté et de la sécurité, réunissons les gens. Et elles ont lieu tout le temps. Mais pas avec tout le monde. Non, mais, alors, elles ont lieu il y a un tout le vrai temps, sujet, mais pas c'est qu'en avec tout le réalité, monde. c'est pas les bonnes personnes qui sont invitées. Exactement. Là, je vous rejoins totalement, parce qu'en fait, c'est fait dans l'entre-soi, surtout pas de vagues. Et en fait, à chaque fois qu'on annonce un livre blanc, une réforme, on l'a vu sur le schéma national du maintien de l'ordre, on l'a vu sur le livre blanc de la sécurité. Moi, j'ai vu les gens qui étaient consultés. Il y a des gens très très bien, mais il manque quand même l'essentiel des vrais acteurs de la vie, quoi. C'est fait essentiellement par des hauts gradés, par des hauts fonctionnaires, et je pense qu'il faudrait avoir peut-être des avis un peu divers. Moi, il y avait simplement une petite remarque par rapport à la phrase de la réaction d'Éric Coquerel. C'est qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de situation, je ne peux pas m'empêcher quand même c'est quelque chose qui me fait un peu bondir, c'est que toute une partie de l'extrême gauche anti-police et ultra-gauche en profite et se rue sur l'affaire pour en fait aller pour poursuivre un objectif politique qui est certes de protéger, de s'intéresser à la victime, mais qui est aussi d'affaiblir l'institution police nationale. Et donc à chaque fois, c'est quelque chose que je trouve un petit peu insupportable. C'est toujours cette espèce de volonté de dire c'est toujours dans un sens, et on a l'impression qu'il jubile à l'idée de se dire ah génial, lui il vous dira mais qu'il cherche au contraire à renforcer sa légitimité en réclamant des sanctions plus lourdes, de la formation peut-être ou autre. Enfin, oui, mais et après on va pas le porte-parole. Et après ils vont débattre sur les armes. À chaque fois. Non, mais à chaque fois, David, à chaque fois c'est le même débat. C'est-à-dire qu'il y a l'image, ensuite le débat dérive sur les armes. Du coup, on se dit il faut interdire telle ou telle arme, alors qu'en réalité c'est l'emploi de l'arme qui est pas bon. Et du coup, on tourne, c'est un peu le truc sans fin, et on revient toujours au même point de départ. Ce qui est intéressant, c'est que ces événements-là ont eu lieu dans le 17e arrondissement de Paris, c'est-à-dire un des quartiers quand même les plus chics de la capitale. Et ce qu'on a vu là, c'est l'éruption de la violence quand même quotidienne dans les banlieues au centre de Paris. Parce que c'est quelque chose d'assez étonnant. On voit peu d'images comme ça à Paris. C'est très étrange. Et il faut voir que ce qui se passe en banlieue, ce genre de choses, ça se passe extrêmement fréquemment. Je repense à l'affaire des Gilets jaunes et l'utilisation, vous savez, des armes... Des lanceurs de balles de défense. Voilà, les lanceurs de balles de défense, qui étaient tirés toujours par la BAC. C'est intéressant, c'était jamais les gendarmes mobiles ou les CRS qui ont éborgné. C'est la BAC. Parce que la BAC, dans les banlieues, effectivement, ils font cela. C'est-à-dire qu'on a utilisé la BAC dans le maintien de l'ordre à Paris, et donc ils se sont comportés comme ils se comportent en banlieue, mais en banlieue, on ne parle pas de ces violences. C'est très rare. Là, vous mélangez deux. Non, je ne mélange pas. Si, parce que dans un cas, c'est du maintien de l'ordre. Mais laissez-moi juste et là, je suis d'accord avec vous. Dans un autre cas, la BAC, heureusement qu'elle fait son travail, et la violence à laquelle elle est confrontée, je voulais juste terminer. Un dernier mot, Jean. Je voulais juste terminer, parce que sinon, j'ai l'impression de vous me faites dire quelque chose que je n'ai pas dit. Ce que je dis, c'est que la BAC en banlieue, elle doit faire son boulot, enfin les policiers en banlieue doivent faire leur boulot, mais je suis désolé, on n'éborgne pas les gens. C'est aussi simple que ça. On n'éborgne pas les gens. Et en banlieue, pour nous faire cette révélation stupéfiante, je propose qu'on passe à un autre. Non, mais c'est simplement, c'est qu'en banlieue, cette violence, elle est extrêmement fréquente et on n'en parle jamais. Contre les policiers aussi. On en parle beaucoup. Merci Rachel d'avoir été avec nous ce soir. On va maintenant accueillir Anne-Claude Crémieux.